Et avant d'accueillir notre invitée et de la laisser se présenter, juste un petit rappel sur le lien entre guillemets qui pourrait exister entre le Labo des histoires et les jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, puisque comme je le disais, les ateliers qu'on propose, les projets qu'on mène s'adressent en priorité à des jeunes qu'on peut considérer comme éloignés de l'écriture, et les jeunes qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance, étant donné leur parcours de vie, sont considérés comme éloignés de l'écriture. Donc on mène des projets chaque année dans plusieurs antennes pour ces jeunes dans des contextes variés. Donc il y a eu des projets récemment dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, où des jeunes vont travailler à l'écriture et à la mise en scène et vont pouvoir restituer leur projet dans un théâtre à Nice dans quelques semaines. On a eu des projets dans pas mal d'autres départements, aussi en Nouvelle-Aquitaine, enfin voilà, dans beaucoup de lieux. On a pas mal de projets aussi dans ce contexte sur l'île de la Réunion, et ça fera très probablement l'objet du prochain épisode des Échos du Labo pour entrer dans le cœur de ce projet et des spécificités liées au contexte de l'île de la Réunion. Et on mène aussi des projets avec l'aide sociale à l'enfance en Île-de-France et plus spécifiquement cette dernière année, enfin ces 2 dernières années, en Seine-Saint-Denis. Donc je les présente ici très rapidement et puis on y reviendra un peu plus évidemment avec notre invité. On a mené des projets dans 2 contextes différents. Un projet au sein d'une MEX, donc maison d'enfants à caractère social, plus communément appelée foyer, donc un foyer de jeunes où en l'occurrence c'était essentiellement des jeunes garçons de 14 à 18 ans. Donc ça c'est un projet qu'on a mené sur une année scolaire en 2023-2024. 2024-2025, j'ai un doute. Et on a mené un autre projet avec le Conseil des jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, où notre interlocutrice principale était Laura, où là on a accompagné ce Conseil des jeunes pour faire écrire différents groupes d'âge différents. Et on a produit à l'issue un livret qui rassemblait l'ensemble de ces productions. Voilà pour les 2 projets menés récemment en lien avec Laura, puisqu'elle travaille en Seine-Saint-Denis. Voilà pour l'introduction rapide. Et je vais maintenant accueillir notre invitée, Laura Bio, que je vais laisser se présenter. Laura, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et préciser ta fonction? Oui, merci beaucoup Elsa. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je travaille au sein du département de la protection, du département de la Seine-Saint-Denis et notamment de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Donc c'est une équipe qui est intégrée au service de l'aide sociale à l'enfance et qui est directement rattachée à la directrice adjointe responsable de l'aide sociale à l'enfance. Donc je suis chargée de mission participation des enfants, jeunes majeurs et familles qui sont accompagnés par notre service. Donc, en quelques mots, ma mission, c'est de pouvoir sensibiliser et d'accompagner les professionnels au développement de la participation des enfants et des familles. Je suis l'interlocutrice sur ces sujets-là avec les différents partenaires que nous avons. Elsa a parlé par exemple des MEX, mais ça peut être aussi tout partenaire avec qui nous travaillons dans le champ de la protection de l'enfance. Et je suis aussi en charge de piloter toutes les démarches participatives que l'on mène avec les enfants et les familles, et notamment donc le Conseil des jeunes en protection de l'enfance. On y reviendra juste après. Et donc les équipes des observatoires existent dans chaque département, c'est une obligation légale. On a plein d'activités, plein de missions différentes. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire accéder au grand public toutes données sur la protection de l'enfance pour mieux connaître les enfants et les jeunes que nous accompagnons. On est en charge de la feuille de route du département sur la protection de l'enfance, donc notre schéma départemental. Et pour ça, on est souvent en fait en lien avec tous les professionnels de la protection de l'enfance, donc avec des groupes de travail, on associe les partenaires et les professionnels à la politique de protection de l'enfance. Mais il manquait aussi la possibilité d'associer les enfants et les familles à cette réflexion. Et mon poste a été créé pour ça, pouvoir associer les enfants et les familles à la réflexion du service et de la politique publique. Ok, merci beaucoup. On me dit par un autre canal qu'apparemment tu n'as pas ta caméra. Donc comme je ne te vois pas, si c'est le cas, je veux bien que tu la mettes. Voilà. Ah, bah elle est pourtant bien activée, oui. Alors je ne sais pas, je continue l'entretien. Et du coup, je veux bien que tu reviennes avant qu'on rentre dans le sujet, à savoir pourquoi les ateliers d'écriture et ce qu'on peut faire avec les jeunes. Je veux bien juste que tu nous présentes qui sont ces jeunes, pourquoi ils sont suivis par l'aide sociale à l'enfance, quel peut être leur parcours. Oui. Alors, donc le service de l'aide sociale à l'enfance en Seine-Saint-Denis, il accompagne environ 9000 enfants, ados, jeunes adultes. Donc, soit
c'est des enfants, des jeunes qui sont accompagnés tout en restant à leur domicile familial. Donc, ils sont en famille. Donc, il y a une présence d'éducateurs, psychologues, autres professionnels qui viennent accompagner l'enfant et sa famille. Soit, ce qui est la partie la plus courante, notamment en Seine-Saint-Denis, ces enfants, ces jeunes sont accueillis dans différentes structures ou familles d'accueil. Donc, ça peut être, voilà, les familles d'accueil, c'est des assistants familiaux, des assistantes familiales, la majorité des femmes qui sont des professionnels formés et dont l'employeur est le département. Ou alors, comme le disait Elsa, les jeunes sont accueillis en structure collective. Donc, ça peut être des maisons d'enfants, on parle aussi de foyers, des villages d'enfants. Et il y a certains jeunes, notamment à l'approche de leur majorité et une fois adultes, qui vivent dans des appartements, des studios. Donc, c'est des structures qui sont autorisées par l'aide sociale à l'enfance, par l'ASE. Et donc, il y a toujours un suivi éducatif, un lien. Donc, ça peut être des structures associatives qui ont un projet d'établissement à part entière, mais qui sont autorisées par notre service. Et la protection de l'enfance, c'est bien de 0 jusqu'à 21 ans. Donc, c'est on va dire la date limite légale d'intervention. Et je reprécise parce que c'est important, il y a tout profil d'enfants et de jeunes qui sont représentés à l'aide sociale à l'enfance. Et il y a notamment ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Donc, c'est des mineurs dont l'autorité parentale n'est pas sur le territoire français, mais qui sont aussi accompagnés. Et en Seine-Saint-Denis, on a notamment une équipe qui est dédiée à l'accompagnement de ces jeunes-là, ce qu'on appelle la CAMNA, donc la cellule d'accompagnement des mineurs non accompagnés. Ok. Et les suivis de ces enfants et de ces jeunes par l'aide sociale à l'enfance, c'est des suivis longs en général? Qu'est-ce qu'il y a comme temporalité? Vous avez plein de choses différentes. Ça peut être des enfants et des jeunes qui vont être accompagnés sur une courte durée, mais parfois, effectivement, certains enfants, c'est pour une durée beaucoup plus longue, parfois durant toute l'enfance jusqu'à la majorité, voire même après la majorité. En Seine-Saint-Denis, il y a une vraie volonté de pouvoir accompagner les jeunes au tout début de leur parcours de vie dans la vie adulte. Donc voilà, c'est très variable et donc vous pouvez avoir des enfants qui vont rester 1 à 2 années sur une maison d'enfants, mais d'autres qui vont s'y installer plus longuement. Il y a des parcours différents aussi en fonction de l'âge des enfants. Les plus petits sont souvent accueillis en famille d'accueil, alors que les plus grands plutôt justement dans des appartements, des studios pour les aider à passer à l'âge adulte. Très diverses. Ok, merci pour ce panorama rapide. On pourrait y rester des heures pour que tu nous racontes plus les parcours de ces jeunes, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre programme aujourd'hui sera en 3 points et demi. Donc, d'abord, pourquoi proposer des ateliers d'écriture et plus largement des ateliers d'écriture créative ou des ateliers créatifs à des jeunes suivis par l'ASE. Ensuite, ce qu'il peut y avoir comme spécificité quand on mène des ateliers dans ce contexte, alors même si ce contexte est vaste en réalité, puisqu'il y a beaucoup de contextes différents au sein de ce qu'on peut regrouper sur public ASE. Et puis, un petit focus sur le Conseil des jeunes, son fonctionnement en général, alors en Seine-Saint-Denis, mais je pense que c'est assez semblable aussi dans d'autres départements. Donc, juste pour que tu nous redises un peu plus pourquoi ça a été créé, comment ça fonctionne, peut-être le type de propositions qui peut remonter, etc. Et ce qu'on y a fait en Seine-Saint-Denis, en l'occurrence, l'an dernier. Et enfin, les impacts observés à la fois sur les jeunes, mais peut-être aussi sur le lien des jeunes avec les professionnels, sur le fonctionnement global de l'institution éventuellement. Voilà pour le programme. Donc, en premier lieu, pourquoi animer des ateliers d'écriture créative avec des jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance? Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau de la place que prennent les activités culturelles dans la vie des enfants et des jeunes, il y a un peu 2 volets. Il y a l'accès individuel, donc un enfant qui poursuit la pratique d'un sport, d'un cours de musique qu'il a pu avoir peut-être avant son accompagnement à l'ASE, ou même grâce à l'accompagnement par l'aide sociale à l'enfance, pouvoir s'inscrire justement dans des activités individuelles. Donc il y a vraiment cette partie-là qu'on va moins évoquer dans cette émission, mais c'est assez intéressant parce qu'on cherche souvent aussi à nouer des partenariats pour que les enfants puissent accéder individuellement à la pratique artistique. Et sinon, il y a plutôt la pratique culturelle artistique qui est vue comme plutôt un moyen d'intervention des professionnels auprès du collectif. Donc, ça peut être effectivement en foyer, comme tu l'as dit, Elsa, mais aussi dans nos services, là où on accueille le public, où on rencontre les enfants et les familles. Donc, il y a pas mal de choses qui existent déjà au département. On a la pratique de ce qu'on appelle les actions collectives. Donc, c'est plutôt dans nos services ASE
qui sont répartis dans plein de territoires enfin, c'est un peu découpé au niveau du département. Il y a des familles qui sont accompagnées à Bondy, d'autres familles à Bobigny, d'autres familles à Drancy. Enfin, c'est assez découpé pour que ce soit au plus près des familles là où elles vivent. Et donc, vous avez des initiatives qui peuvent être portées par nos collègues de l'ASE qui vont monter un projet, le faire valider auprès de la direction, qui vont mobiliser des partenariats avec les structures du territoire. Et voilà, ça peut être plein de choses différentes, un atelier théâtre, un projet cinéma, c'est vraiment, ou de la pratique même artistique, d'art plastique qui peut être organisée pour vraiment faire le lien avec les enfants et les familles. Donc, pour le coup, il y a un recensement qui est fait actuellement sur ce type de pratique, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des collègues de nos services qui développent des partenariats avec des structures du territoire pour ça. Et vous avez ce qu'on appelle, ce qui est plus institutionnalisé depuis un petit moment, ce qu'on appelle les parcours culturels. Donc là, c'est vraiment un travail de collaboration que l'on mène, nous, la direction enfance-famille, avec la direction culture, patrimoine, sport et loisirs du département et tous les partenaires du coup du champ culturel dont vous faites partie pour celles et ceux qui sont connectés, ou alors du coup toutes les structures de l'aide sociale à l'enfance qui sont autorisées et qui accueillent les enfants au quotidien. Et donc ça, ces parcours culturels, ils ont été un peu formalisés justement pour permettre de faire un peu correspondre des idées de projets que les équipes ont, les jeunes ont, et ce que les partenaires du champ culturel peuvent proposer dans le spectacle vivant, le cinéma, la littérature. Comme tu disais, Elsa, l'exemple de la maison d'enfants à Gagny, c'était ça, c'était vraiment la rencontre entre une équipe et du coup des jeunes et les professionnels qui les accompagnent. D'accord, et du coup, j'allais te demander, qui prenait l'initiative? Tu as répondu en partie, mais donc j'entends que ça peut être à la fois vous, en fait, au niveau, central, enfin, du département, à la fois les équipes sur le terrain et à la fois les jeunes. C'est Est-ce ça. qu'il y a, des demandes qui peuvent pas aussi aboutir parfois? Enfin, est-ce que tu as une idée un peu de à quel point, c'est quelque chose qui prend de la place, l'envie de faire des activités culturelles? Et au sein de ces activités culturelles, quelle place a l'écriture? Parce que, on en parlait, les ateliers d'écriture en tant que tels sont peut-être pas identifiés, mais finalement l'écriture peut parfois être à d'autres endroits. Mmh. Bah, alors, on voit quand même que ça prend de la place au quotidien, que ce soit dans les accueils collectifs, dans le lien avec le service. On voit souvent, on observe, que la pratique artistique, est importante. Ça peut être de plein de façons différentes, effectivement. Comme tu disais, ça peut être, bah, les collègues, les professionnels qui vont l'impulser parce qu'ils ont une appétence pour ça, ils sont formés pour, ils le font à côté aussi et ils amènent ça. On peut le voir dans certaines équipes, hein, voilà, une collègue qui fait du théâtre et qui le propose en projet et qui va pouvoir bah, monter un petit groupe de volontaires au sein de l'équipe et qui va amener les enfants, les familles à s'inscrire dans ce projet. Parfois, c'est plus formalisé aussi. Sur les ateliers d'écriture, nous, ce qu'on a pu un petit peu percevoir, c'est que c'est pas forcément si évident que ça. Je dis pas qu'il y a autant d'ateliers d'écriture, mais par contre, on voit qu'il y a beaucoup de projets que ce soit même le conseil des jeunes ou des projets artistiques qui vont avoir un processus d'écriture créative, ça c'est sûr, de courts-métrages, de scénettes de théâtre. Enfin, ça prend de la place quand même sans forcément le formaliser. Et c'est vrai que dans les projets d'établissement, donc les structures qui accueillent les enfants et les jeunes, cette question d'accès à la culture, à la pratique artistique, elle est importante, elle est posée. Et c'est pour ça qu'au sein de notre direction, on a des personnes qui sont les interlocutrices de ces structures et qui sont dédiées à cette pratique artistique. Donc c'est pas étonnant qu'on ait fait aussi beaucoup de liens avec notre direction culture, patrimoine, sport et loisirs, c'est parce qu'il y avait vraiment une forte demande. OK. Si on rentre un peu plus dans le détail et dans le concret, de ton point de vue et de ce que tu as pu percevoir, qu'est-ce qu'il y a comme, spécificité dans ces ateliers, au sens de est-ce que les jeunes, et les enfants qui sont suivis par l'ASE, il y a des choses qu'il faut qu'on prenne en considération, avant, pendant qu'on mène un projet, créatif avec eux au sens large d'ailleurs, pas uniquement, écriture? Mmh. Bah, alors, peut-être une des particularités, c'est enfin, en fonction de comment le projet leur est aussi présenté et venu, hein, ça dépend de si c'est suite à leur demande ou alors si c'est plutôt une proposition qu'on leur fait, de pouvoir être vraiment à l'écoute de leurs besoins, d'ouvrir cet espace-là, de garder un petit espace aussi de liberté dans le choix, bah, des sujets qu'ils peuvent aborder, du format, d'être ouvert aussi au changement. C'est vrai que c'était très appréciable de travailler avec vous et de voir aussi les artistes adapter, changer un peu les choses en fonction
je sais pas, de comment les jeunes se sentent sur le moment, du lieu, qui est pas forcément adapté, enfin voilà, où on change un peu le lieu et dans ce cas-là, il faut être assez flexible. Et puis nous, ce qu'on peut remarquer aussi, ce qu'on essaye de faire au conseil des jeunes, c'est d'être dans un cadre un peu moins «scolaire» entre guillemets, et ou alors pas que de s'appuyer sur un seul mode d'expression, de faire attention aux différentes compétences des enfants et des jeunes, de les mettre en valeur, ceux qui aiment le dessin, ceux qui aiment l'écrit, ceux qui aiment prendre la parole à l'oral. Enfin voilà, de combiner un petit peu avec leurs différentes compétences et de vraiment les soutenir parce que ça peut être quelque chose. Enfin, ils peuvent se confronter parfois à de l'échec en fonction de leur parcours. Hein, tu le disais au début, s'ils sont en décrochage scolaire, etc. Et donc du coup, de pas leur proposer quelque chose qui les mette directement à l'échec. Et est-ce que pour le si on ça c'est du côté des jeunes, si on prend du côté des personnes, et je pense qu'il y en a qui suivent le webinaire aujourd'hui, des personnes qui aimeraient animer avec, les jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, est-ce que du coup il y a des choses qu'elles doivent avoir en tête et peut-être des «compétences» entre guillemets spécifiques ou des difficultés auxquelles elles doivent être, préparées? Mmh. Alors, alors déjà l'adaptation permanente, ça c'est vrai que c'était la condition clé, pouvoir se réadapter, mais je pense que c'est quelque chose que vous faites régulièrement dans vos parties, dans vos interventions. Le cadre aussi bienveillant, convivial qui est assez important, surtout si en plus on voit que parfois, certains certains ateliers vont créer un peu une certaine introspection des enfants et des jeunes. Parfois, ça peut les replonger aussi dans quelque chose de voilà, de négatif ou en tout cas d'assez marquant pour eux. Et donc, voilà, pouvoir laisser aussi les enfants faire ou pas l'activité, pouvoir avoir un espace aussi pour sortir, souffler s'ils ont besoin. Donc, il y a une certaine introspection parfois qui s'induit, mais du coup, voilà, de rester plus bienveillant possible, à l'écoute aussi de leurs besoins. Et ça revient aussi à la question de comment on crée la dynamique de groupe, comment on fait le lien entre les enfants et les jeunes. Parfois, vous allez intervenir dans un groupe où les enfants et les jeunes ne se connaissent pas du tout. Et donc là, c'est peut-être aussi comment on pense l'intervention pour créer un peu du lien, faire en sorte que les enfants et les jeunes apprennent à se connaître, se sentent à l'aise les uns avec les autres. Ou à l'inverse, quand c'est un groupe qui se connaît très bien, où il y a déjà des dynamiques bien ancrées, des habitudes bien ancrées, de pouvoir parfois un peu justement les sortir de ce collectif-là et de les faire se voir autrement. Et ça, c'est pour le coup, ça peut être un peu difficile aussi. Et donc pouvoir vraiment pouvoir s'adapter, c'est vraiment la condition clé. Et peut-être aussi, je parle là plutôt des ateliers qui peuvent avoir lieu en MEX, donc en foyer, avoir en tête et enfin, je te laisserai rebondir, le fait que ces ateliers viennent s'inscrire dans la vie quotidienne de ces enfants et de ces Tout à jeunes, fait. ces professionnels et en fait qui sont, évidemment traversés par énormément d'autres, considérations, difficultés du moment, peut-être manque d'effectifs à certains endroits. Donc voilà, très concrètement aussi sur l'environnement, ça peut aussi avoir un Tout impact. à fait. Et c'est oui, il faut le rappeler que c'est, alors pour le coup, s'il y a une intervention directement dans les foyers, maisons d'enfants, c'est leur espace de vie. Donc on rentre aussi dans une certaine intimité et effectivement ça nécessite certaines précautions. Et après une des conditions aussi, on le disait, hein, c'est de pouvoir communiquer aussi avec les équipes qui sont auprès des enfants et des jeunes, de vraiment pouvoir, anticiper la préparation, débriefer aussi à chaque session pour pouvoir un peu avoir un petit ressenti de l'équipe, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut réadapter. Enfin, vraiment de la communication entre, ceux qui sont vraiment auprès des enfants, des jeunes et l'équipe, qui intervient, dans ces ateliers. Et sur les équipes justement, est-ce que leur mobilisation, c'est un enjeu? Parce que tu citais des moments où c'est les projets venaient d'eux aussi, mais j'imagine qu'il y a Mmh. des contextes dans lesquels c'est plus difficile aussi à mettre en œuvre? Ouais. Bah, là aussi, je pense qu'il faut pouvoir l'interroger à chaque fois, de savoir si ça les intéresse ou pas, en fonction de si on même si on veut créer un espace vraiment libre de parole pour les enfants et les jeunes, de pas avoir forcément, les personnes qui les accompagnent au quotidien présentes, mais de quand même créer du lien en ayant un petit débrief, après pour que les professionnels puissent voir aussi, découvrir ce que les enfants et jeunes ont dit. Il y a un intérêt quand même à ce que les professionnels puissent, constater ce qui s'est dit et ça on reviendra un peu dans les effets positifs, mais c'est vrai que, d'associer quand même les professionnels, qu'ils aient pas l'impression qu'on vient pour les enfants, qu'on ne les associe pas du tout, qu'on ne les met pas au courant et ça peut être posé dès le début de l'atelier, hein, de pouvoir, savoir un petit peu comment ils veulent se positionner. Est-ce qu'ils ont envie d'y participer ou au moins d'avoir un petit débrief. Faut pas censurer, poser la question directement aux équipes, de ce qu'elles en pensent.
Eh ben, merci et maintenant je te propose qu'on passe, au focus sur le conseil des jeunes. Donc tu l'as présenté rapidement, quand tu t'es présentée, mais je veux bien que tu nous en dises que tu nous en dises un peu plus sur, pourquoi ce conseil des jeunes en Seine-Saint-Denis, mais dans tous les départements, existe, Mmh. et puis quel type de propositions, en citer peut-être les plus représentatives à tes yeux, peuvent remonter, par ce biais-là de la part des enfants, des jeunes aussi peut-être en fonction des âges, avant de rentrer, rapidement dans ce qu'on a fait nous ensemble, mais d'abord le conseil des jeunes en tant que tel. Oui, alors c'est vrai que c'est un conseil des jeunes qui existe depuis fin 2022. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir ouvrir un espace aux enfants et jeunes qui nous sont confiés, donc qui sont accueillis en famille d'accueil, en structure, qui puissent nous dire, ce qu'ils apprécient ou non dans leur accompagnement et ce qu'ils aimeraient voir changer. Donc c'est vraiment, ça mélange plein d'enfants et de jeunes de 6 jusqu'à 25 ans. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des anciens jeunes confiés qui participent au Excuse-moi, conseil qui quand tu dis plein chaque année, ça fait quoi à peu près comme, nombre d'enfants, directement concernés? chaque année, on a une centaine d'inscrits et au fur et à mesure des années, on a de plus en plus d'enfants et de jeunes présents systématiquement aux ateliers. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on avait des ateliers là encore récemment en mars et on a, accueilli près de 60 enfants et jeunes, donc de différentes structures, familles d'accueil et cetera. Donc ça fait, voilà, on essaye en plus les enfants et jeunes se viennent parfois, depuis le début, mais parfois viennent juste 1 ou 2 années et puis ensuite, du coup, font autre chose. Donc, on a j'aurais pas le nombre total là si je remets les chiffres à jour en 2026, mais on a eu beaucoup d'enfants, près de 300 enfants et jeunes différents et qui ont fait beaucoup, beaucoup de propositions pour améliorer, leur vie quotidienne, leur scolarité, leur accès, au logement et cetera. Enfin, c'est vraiment plein de propositions très concrètes. Il y a des choses qui ont déjà avancé grâce au conseil des jeunes. Par exemple, il y avait une forte demande des enfants et des jeunes, de pouvoir poursuivre des études supérieures et d'être accompagnés dans la poursuite d'études supérieures. L'aide à l'enfance, ça se termine à 21 ans, mais pour certains, les études sont pas du tout terminées à 21 ans et donc ils avaient proposé d'être accompagnés au-delà des 21 ans et donc le département a voté la création d'une aide qui soit à la fois une aide financière, mais aussi un accompagnement social pour les jeunes qui, à leur anniversaire, à leurs 21 ans, qui poursuivent encore une formation ou des études, puissent être encore accompagnés par le département. Et ça, Donc ça, c'est c'est une mesure très concrète qui a pu voir le jour, notamment, avec l'appui de la demande des enfants. et c'est une spécificité du coup du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ou peut-être que par des démarches semblables, il y a d'autres départements qui l'ont mise en œuvre? Oui, il y a d'autres départements qui ont mis en place ce type d'action, mais par contre, ça reste effectivement, optionnel. C'est pas du tout, une compétence obligatoire et ça a été créé, notamment dans certains départements où il y avait un fort besoin et certains départements ont aussi fait, une marche arrière, faute de budget et avec les restrictions que l'on connaît et donc voilà, on est assez content qu'en Seine-Saint-Denis, ça ait pu voir le jour et c'est un exemple concret de ce qui a pu, par exemple, être amélioré, pour les enfants et les jeunes en Seine-Saint-Denis. Et très concrètement, du coup, comment ça se passe le conseil des jeunes? Enfin moi je sais qu'il y a des groupes selon les âges, que vous réunissez plusieurs fois par an, mais je veux bien que tu en dises un peu plus. Oui, c'est ça. Donc, vu qu'ils sont assez nombreux, on les réunit par groupe d'âge. Donc, pour un enfant qui est inscrit au conseil des jeunes, ça représente 5 à 6 rencontres dans l'année. On a toujours un temps au début pour, leur expliquer ce que c'est le conseil des jeunes, les inviter à faire connaissance avec notre équipe d'animation, mais aussi, les uns avec les autres. On a des petits ateliers en petits groupes et donc là, c'est eux qui choisissent les thèmes ou les projets qu'ils vont mener dans l'année. Donc, on leur laisse un peu carte blanche, on va dire ça comme ça. Et ensuite, on a toujours un temps de restitution à la fin de l'année. Ça peut être un événement festif ou un événement où ils vont présenter leurs travaux aux professionnels ou aux autres enfants. Donc voilà, on a vraiment des petits ateliers tout au long de l'année. Et donc en général, on a entre 10 à 30, 40 participants sur le même atelier. Et quand ils sont assez nombreux, on les répartit en petits groupes aussi. Et dans ce contexte global, pourquoi est-ce que l'an dernier, vous avez eu envie de faire appel à nous, enfin en tout cas de mener un projet artistique en parallèle, de ce qui était fait, qui est déjà, intense en termes d'activité par le conseil des Oui. jeunes? Alors on a
on a eu envie d'offrir cet espace d'expression artistique parce qu'on veut que ce qui se dit au Conseil des jeunes et ce qui est proposé par les enfants, ça dépasse le cercle du Conseil des jeunes. Donc, participe au conseil que les enfants et les jeunes, les professionnels n'y assistent pas. Ça reste un espace libre de parole. Et donc, on cherchait à trouver des moyens pour que les enfants et jeunes puissent s'exprimer et en fait, partager ce qu'ils font au Conseil des jeunes au-delà d'un compte-rendu que nous, on peut écrire avec notre propre jargon professionnel, qui n'est pas quelque chose de très facile à lire. En plus, si on prend l'exemple d'un éducateur de foyer, voilà, qui n'a pas tellement le temps, ou le référent ASE qui n'a pas forcément le temps de lire. Donc, trouver d'autres choses. On avait déjà fait un podcast et là, on s'était dit, bah, pourquoi pas passer par la pratique artistique et laisser un peu libre les enfants de choisir les histoires qu'ils avaient envie d'écrire, les mots qu'ils avaient envie d'utiliser et de continuer à utiliser ce support après. Donc nous, on utilise assez régulièrement le livret qui a été produit pour que les professionnels prennent connaissance de ce que les enfants et jeunes ont dit. Oui, parce que pour rappel, parce je l'ai présenté rapidement tout à l'heure, ce projet, en fait, donc l'idée, c'était de s'intégrer au mieux dans le calendrier du Conseil des jeunes. Donc, on est venu, nous, sur 4 rencontres, en s'adaptant aux différentes tranches d'âge et en proposant des types d'écriture adaptés aux différentes tranches d'âge. Donc, les plus petits, qui correspondent à peu près à l'âge de l'école primaire, ont écrit un conte collectif. Les ados, plutôt âge collège, ont créé des affiches avec des textes un peu sous forme de slogans ou de poésie composés de différents fragments et en associant texte et images. Donc, ça faisait des choses composées sous forme de collage. Et les plus grands, donc les 16-25, qui étaient les plus nombreux de mémoire, parce qu'il y avait 2 groupes de cette tranche d'âge, eux, on les a invités à écrire des textes plus introspectifs, comme disait Laura. Donc, soit qui racontaient leur parcours, soit qui exprimaient aussi des envies, des attentes. Et en effet, à la fin, on a pu rassembler l'ensemble dans un document qui avait aussi en complément un reportage dessiné qu'on avait confié à une des artistes qui travaille pour le Labo des Histoires. Et donc, c'est ce livret dont tu parlais qui peut être transmis ensuite à des professionnels au sein de l'ASE. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut observer, enfin ce que tu as pu observer comme effet, comme impact? Donc tu as très rapidement évoqué le fait que ce livret pourrait être diffusé au-delà des jeunes qui y avaient participé, mais je veux bien que tu nous dises ce que tu as pu observer comme impact pour les jeunes, pour les équipes qui les accompagnent au quotidien et puis en effet plus largement pour l'institution ASE, en tout cas en Seine-Saint-Denis. Bah, déjà pour les enfants et les jeunes qui étaient membres du conseil et qui ont assisté à vos ateliers, c'était déjà contribuer juste à leur épanouissement, à l'accès. Certains avaient déjà une appétence pour l'écriture, le dessin, donc ça les a aussi beaucoup valorisés. Ça a valorisé des compétences qui existaient déjà, qui étaient voilà, sues par des professionnels, mais aussi pour d'autres jeunes, ça leur a permis de nous montrer justement qu'ils étaient très friands de ça alors qu'on ne le savait pas. Et on voit en plus, on a aussi vu, alors ça c'est plutôt individuel, mais on a aussi vu un vrai effet positif dans les groupes. Enfin, ce travail d'écriture, de partage, un peu d'introspection, ça a créé un peu cette entraide entre les enfants et les jeunes, même de changement de regard. Enfin, ça a créé vraiment quelque chose de très chouette, très paisible aussi dans les ateliers, quelque chose de très convivial. Et on a aussi des jeunes qu'on a recroisés après qui continuent d'écrire, qui sont très contents. Qui sont très contents de repartir avec un souvenir, quelque chose, une trace laissée, qui sont cités. On a fait une exposition en plus après pour valoriser le projet artistique lors de notre fête de fin d'année. Donc il y a des jeunes qui ont exposé, qui ont participé, c'était super chouette. Et pour les professionnels, pour le coup, que ce soit nous, animatrices du Conseil des jeunes ou même tout professionnel, c'est vraiment de pouvoir observer les jeunes différemment, découvrir aussi d'autres façons un autre moyen d'expression des enfants et des jeunes que dans un bureau ou dans des situations assez critiques, assez difficiles. Et en fait, par exemple, il y a des enfants qui ont fait un peu des déclarations à des professionnels qui les accompagnaient, leur assistante familiale, donc la famille d'accueil, leur éducateur, leur référent. Et en fait, c'est aussi valoriser les professionnels et leur redonner un peu de sens que de laisser les enfants s'exprimer. Et souvent, ils expriment. Alors, parfois, ils expriment du négatif, mais ils expriment aussi du positif. Et tu disais que ce document-là, le livret qu'on avait fait ensemble, avait pu être diffusé à des personnes qui arrivaient ou qui étaient peut-être déjà présentes en tant que professionnelles en Seine-Saint-Denis. Et quelle est la réaction? Est-ce qu'il y a des surprises? Enfin, comment ils réagissent quand vous leur donnez ce document?
Alors déjà souvent je la représente comme quelque chose d'assez sympa à lire justement, plutôt que nos comptes rendus, enfin on a un livret de tous les comptes rendus du conseil des jeunes, ça fait vraiment énormément de pages à lire. Là pour le coup, dès qu'ils le feuilletent, ils voient très bien que c'est quelque chose de très sympa, très, enfin ça donne envie de le lire et puis, certains sont un peu contents parce qu'ils reconnaissent les prénoms des enfants et donc ils savent qu'ils participent au conseil des jeunes et que c'est potentiellement eux. Donc on a un accueil assez positif. On a des pros qui ont accroché aussi des parties du livret en petite expo dans le bureau. Enfin voilà, qui ont réutilisé un peu les productions des enfants et des jeunes. Donc ouais, il y a quand même une certaine appropriation par les professionnels. On en a encore parlé justement hier. On est avec des nouveaux arrivants, nouveaux professionnels de notre service. On en a reparlé du projet. On leur a remontré. Donc voilà, ça leur permet aussi de découvrir les enfants sous un autre jour. Et je me permets d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les images que vous avez ici et que vous aviez sur la slide précédente, là, les 2 que je remonte, sont issues de ce livret, en l'occurrence. Voilà, petit complément d'information. Témoignage donc, que je me permets d'ajouter pour compléter aussi l'impact sur les jeunes et puis les traces que ça peut laisser. Entre les 2 projets qu'on a eu l'occasion de mener en Seine-Saint-Denis sur les 2 dernières années, donc celui en foyer et puis celui avec le conseil des jeunes, il se trouve qu'il y a un des jeunes qui était passé à la majorité voilà, pendant qu'on l'accompagnait, qui a fait partie des 2 projets et qui donc pendant le premier projet a eu l'occasion d'écrire un fanzine, donc un petit livre où il racontait des choses assez personnelles. Et pendant les ateliers, dans le cadre du conseil des jeunes, un des ateliers, on leur demandait ce qui était important pour eux comme objet, les objets qui les représentaient. Et on a été très contents et très émus de voir que ce jeune-là avait cité parmi les objets qui lui étaient devenus précieux, le fanzine qu'il avait réalisé dans l'atelier avec nous l'année précédente. Donc c'est aussi pour montrer que ça peut avoir des impacts sur plusieurs années. Voilà, comme petit complément. Ouais. Et je veux Et bien. parfois, on s'en rend pas compte, hein, c'est vrai. Enfin, on se dit, bah, ça a pas pris, ou alors, je sais pas s'ils ont aimé, et en fait, on se rend compte que si, après, ils viennent nous dire que c'était super et que ils ont Ce beaucoup jeune-là, en apprécié. l'occurrence, on avait senti dès le début une vraie sensibilité à l'écriture, mais bon, ça nous a d'autant plus émus qu'il cite cet objet-là parmi ces objets précieux. Est-ce que, avant de presque conclure, tu as un autre exemple de projet au-delà de l'écriture, peut-être un autre projet créatif dont tu peux nous parler en exemple réussi? Oui, tout récemment, on a donc l'équipe de Bobigny, qui a accompagné un groupe de jeunes, dans la pratique artistique. Donc ces jeunes ont pu bénéficier d'ateliers théâtre avec la MC 93, qu'on remercie, hein, qui est souvent du coup un lieu qui nous accueille et est toujours partant pour des projets avec les jeunes, et aussi avec une réalisatrice de cinéma. Voilà, ça a été un peu un prétexte pour lancer un peu un groupe de jeunes qui s'étaient un peu isolés ou qui étaient un peu dans une démarche de réinsertion. Donc ils ont pu écrire des courts-métrages à partir de situations vécues. Ils avaient envie de faire passer un peu des messages au grand public, et en fait, de fil en aiguille, donc des ateliers d'écriture, le lien avec la réalisatrice, et cetera. Ils ont pu vraiment filmer leur court métrage, et ils vont le diffuser là dans une salle de la ville de Bobigny le 16 avril prochain. Donc voilà, déjà, c'est vraiment un petit groupe, ça s'est monté. L'équipe était vachement partante pour les accompagner là-dedans, et ça finit sur une super projection dans un cinéma de la ville, donc ville dont sont originaires les jeunes. Ils peuvent assister au Festival d'Avignon, si j'ai bien compris, là prochainement. Et puis ils vont pouvoir, je crois qu'ils ont déposé plusieurs candidatures à des prix auprès de plusieurs institutions. Donc voilà, c'est vraiment, on part de quelque chose, d'un atelier, une envie d'équipe et des jeunes. Et puis au fur et à mesure des rencontres avec des partenaires culturels, ça a pu déboucher sur quelque chose de super grand. Et du coup, ils sont très fiers, eux, d'être arrivés jusque-là. Super. Eh ben, merci pour cet exemple. Et pour conclure, avant de prendre les questions du chat, petite question en lien avec l'actualité, puisqu'il y a eu beaucoup d'informations, d'articles, enfin, de documents récents qui donnaient parfois une image un peu dégradée de l'accompagnement par l'ASE. Est-ce que ces projets qui sont menés peuvent aussi contribuer peut-être à la faire changer, ou en tout cas à modifier le regard qu'on peut avoir?
Bah, je pense, ouais, et puis c'est souvent ce que les jeunes nous disent au conseil des jeunes, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on en parle toujours de manière négative et donc là, leur proposer ce type de projet, d'expression artistique, peu importe le média, là, on a parlé d'écriture, mais ça peut être d'autres choses, hein. Ils peuvent réécrire leurs propres histoires avec leurs propres mots, sans que ce soit imposé par des professionnels ou par le grand public qui a peut-être parfois effectivement une méconnaissance. Vraiment, je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent, de se lancer, peut-être pour pouvoir aussi poser eux-mêmes un autre regard sur ces enfants, ces jeunes, ces familles, sortir un peu des clichés et contribuer. En tout cas, c'est une des demandes du Conseil des jeunes de mieux présenter l'aide sociale à l'enfance au-delà des clichés, vraiment par leur propre vécu, sans nier les vécus négatifs, bien sûr, hein, mais en tout cas en laissant les enfants et jeunes se réapproprier leurs histoires et la façon de les raconter surtout. Super, très, très belle conclusion. Merci Laura. J'ai eu quelques questions du chat. Alors, il y a une première question à laquelle je vais me permettre de répondre et ensuite je vais te donner la parole. Une des personnes demande ce qu'on propose comme type d'atelier avec les jeunes et les enfants. Donc, j'en ai parlé un petit peu et je vais prendre les exemples là, de ce qu'on a fait avec le Conseil des jeunes. Donc, avec les plus petits, on a inventé un conte collectif. Donc là, c'est vraiment avec une personne qui est conteuse et musicienne et on s'appuyait vraiment sur la structure classique du conte, de la situation initiale, les héros héroïnes, qu'est-ce qui peut leur arriver, à quoi, enfin quelle est leur quête et qu'est-ce qui peut leur arriver entre la quête et le dénouement. D'autres exemples avec les plus âgés, donc là avec les 16-25 ans, et je vous en parle parce que c'est celui que vous avez à l'écran. C'est un dispositif d'écriture qu'on utilise souvent en atelier d'écriture où on s'inspire de Georges Perec et de son texte Je me souviens, donc avec un je me souviens qui revient tous les débuts de phrases, qui donne un aspect assez poétique au texte facilement et qui permet par bribes d'avoir un portrait de ces jeunes-là tout en les faisant choisir ce dont ils ont envie de parler ou non. Voilà 2 exemples rapidement de ce qu'on peut proposer. J'ai d'autres questions qui demandent combien de temps durent les ateliers d'écriture? C'est assez variable, les ateliers d'écriture, ils sont, souvent avec les plus petits, 1 heure et demie, avec les plus grands 2 heures et dans le cadre du conseil des jeunes, on avait un défi puisqu'on avait assez peu de temps à chaque Ouais. fois. Donc c'était, 1/2 heure en moyenne, le temps d'écriture réel, mais on était présent pendant tout le temps de rencontre, donc on pouvait s'appuyer, sur ce qui avait été dit avant ou alors à l'inverse, c'était notre temps d'écriture qui lançait, aussi la séance du conseil des jeunes. Mais là, c'était, un cas assez particulier parce que j'avoue que c'est quand même très rare qu'on fasse des ateliers dans un temps aussi réduit. Et Laura, j'ai une question plutôt pour toi qui interroge le droit à l'image des enfants, parce que la Mmh. question donc c'est, vous parlez de projets culturels où les jeunes peuvent intervenir et si ce sont des projets de capsules vidéo, est-ce qu'il y a un risque, voilà, en droit à l'image et comment c'est géré, de votre côté? Oui, de toute façon, comme tout enfant, hein, bien sûr, il y a la question de l'autorité, parentale. Sur certains projets, ça peut se poser. Il y a tout un travail de faire signer à l'autorité parentale. Quand ce n'est pas possible, on a une délégation d'autorité parentale éventuelle, auprès de l'État ou de l'inspectrice, ASE, donc nos collègues, dans le service. C'est quelque chose, enfin, forcément, ça peut poser problème parce que, voilà, on peut prendre du temps pour faire signer les autorisations. Parfois, c'est pas forcément compris, voulu, et dans ce cas-là, il y a des refus. Mais par exemple, dans beaucoup de projets où il y a le droit à l'image, c'est aussi beaucoup des jeunes majeurs, déjà qui ont plus aussi connaissance du projet, des impacts possibles. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir aussi leur expliquer où est-ce que ça va être publié, dans quel cadre, et de vraiment pouvoir les faire un choix le plus éclairé possible. Donc, les autorisations parentales peuvent être recueillies en protection de l'enfance, ça, il n'y a pas de souci. Simplement, ça peut être parfois plus difficile, plus long, et ça, il faut vraiment pouvoir l'anticiper, le prendre en compte, et encore une fois, s'appuyer sur nos collègues de l'aide sociale à l'enfance pour savoir si c'est une bonne idée ou pas, Mais c'est si pas on comme peut contourner. Nous, par exemple, on a fait un podcast pour contourner un peu plus parce qu'il y avait la voix, bien sûr, on a eu l'autorisation parentale pour les voix, mais c'est moins exposant que, par exemple, l'image des enfants qui ont parfois 6-7 ans, qui peuvent dire oui sur le moment, mais qui, une fois ayant grandi, ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'être publiés. Donc, il faut juste le prendre en compte aussi, tout comme n'importe quel enfant, en fait, que ça peut avoir des conséquences aussi sur, et on peut les détourner autrement.
Et donc oui, mais ça veut dire quand même que c'est une question qu'on se pose. Alors tu as raison, c'est le cas dans d'autres contextes, mais c'est vrai que plus les enfants et les jeunes sont considérés comme fragiles, plus on peut faire attention. Mais c'est en effet une question que vous vous posez parfois au début des projets. Et c'est vrai que dans le cadre Tout à fait. du projet qu'on a mené l'an dernier au Conseil des jeunes, on s'était dit dès le début que c'était bien d'avoir un objet qui n'était pas trop intrusif, même si, enfin, sans le dire de manière négative, pour les jeunes, Mmh. pour qu'à la fois on puisse avoir le plus de paroles possible sans être limité par cette question du droit à Tout à l'image fait. ou au droit Et on d'auteur. a laissé d'ailleurs le choix, aux enfants et jeunes de ne pas signer avec leur propre prénom, Absolument. mais de signer leurs textes, donc vraiment les textes très personnels, par un pseudo qu'ils Mmh. pouvaient choisir. Donc ça, pour le coup, voilà, on a Et essayé on de a respecter aussi ça. et on a aussi fait le choix d'avoir plutôt de la création collective pour les plus jeunes. Donc le conte, en l'occurrence, c'était une création collective, mais aussi les affiches pouvaient être aussi des créations collectives et on est rentré dans le individuel et donc potentiellement signé, mais signé aussi avec un pseudo si on souhaitait, plutôt pour les 16-25, donc c'était aussi une manière de prendre ça en compte. Il y a une autre question Mmh. qui arrive pour toi, Laura, qui était: est-ce que tu sais quelle structure ou comment faire, si on est alors pas en Seine-Saint-Denis, mais dans d'autres régions et qu'on a envie d'animer pour ces publics-là? Est-ce que tu sais peut-être pas, hein, quelle est la porte d'entrée pour proposer, des projets, des Mmh. ateliers avec ces jeunes? Bah, je pense qu'il y en a plusieurs. Si vous ne connaissez pas forcément les structures, vous les avez pas forcément repérées, directement vous rapprochez du département en question. Donc, de toute façon, la protection de l'enfance, relève du département, donc pouvoir, les contacter. Donc soit directement la direction qui est en charge de l'aide sociale à l'enfance, soit potentiellement passer par les directions culture, sport, loisirs qui peuvent exister. Souvent les départements prennent quand même cette compétence, même si elle n'est pas obligatoire. Donc là, pour la Bretagne, je ne sais pas quel département il est question, mais en tout cas, ça, vous pouvez prendre contact directement. Nous, par exemple, on a beaucoup plus formalisé avec les parcours culturels en Seine-Saint-Denis. Donc, il y a des temps de rencontre des partenaires culturels avec l'ASE. Donc, on a avancé dessus, mais peut-être que dans d'autres départements, c'est le cas aussi. Et parfois, alors, il y a juste des structures qui vont rentrer en contact avec vous parce que vous êtes sur le territoire, ou à l'inverse, vous allez démarcher un petit peu les structures. Je conseille quand même de passer par le département, parce que ça peut vous ouvrir voilà, d'autres partenariats, pas qu'avec une structure qui est pas très loin Et puis de une chez vision vous. plus globale, quoi. C'est ça. Oui, et puis en plus, ça peut créer des choses enfin, vous pouvez avoir des projets plus ponctuels ou alors des choses beaucoup plus construites, ce qui peut être, intéressant pour vous. Mais en tout cas, voilà, vous rapprochez des départements, c'est eux qui ont cette compétence en charge et donc qui pourront potentiellement vous aiguiller. Bah, merci beaucoup Laura. Je crois qu'il est 12h45 très exactement. Donc je vous propose de conclure. Je te remercie encore une fois pour, ton intervention et je vous souhaite à Merci pour l'invitation. tous une très bonne fin de journée. À très bientôt. Prochain rendez-vous, fin avril a priori. En tout cas, on vous tiendra au courant. Au revoir. Merci, au revoir.